Major. Lac intercepte. Lance et court. Voilà votre but. Lac et Richard sur la glace. C'est Lac et Richard. Ces deux-là. Le lancer magnifique d'arrêt au Lac. Oh, le but. Bienvenue à l'Ultime Classement. Ici Pierre Houde. Au cours de cette série, nous avons parcouru ensemble plus d'un siècle de grands joueurs, entraîneurs et bâtisseurs dans l'histoire du Canadien. Cette semaine, nous allons emprunter un chemin un peu différent, en présentant les 10 moments les plus mémorables de l'histoire du club. Nous avons soumis une panoplie de 40 événements à nos experts, et 35 d'entre eux ont récolté au moins un vote, comme par exemple la séquence de 5 Coupes Stanley en 5 ans, dans les années 50. L'impact de ces moments sur le peuple québécois, son histoire et sa culture fut un critère important pour nos juges. Voici donc les 10 plus grands moments de l'histoire du tricolore. C'est le 4 septembre 2001. Comme à l'aube de toute nouvelle saison, les partisans du Canadien sont impatients de retrouver leurs favoris. Les joueurs du tricolore arrivent des 4 coins de la planète pour le début du camp d'entraînement, incluant le jeune capitaine Saku Koivu, alors âgé de 26 ans. Des rumeurs ont alors commencé à filtrer dans l'entourage de l'équipe à propos du fait que le Finlandais avait été gravement malade lors de son envolée. Quelques jours plus tard, le médecin de l'équipe, le Dr David Mulder, révélait qu'il était atteint d'une forme de cancer, le lymphome de Burkitt. C'est une nouvelle qui a instantanément secoué la ville. Koivu a immédiatement commencé à suivre des traitements et on disait alors qu'il serait tenu à l'écart pour toute la saison, bien que les principales préoccupations touchaient d'abord et avant tout son état de santé. 6 mois plus tard, sans fanfare, il a recommencé à s'entraîner avec ses coéquipiers. Il avait vaincu le cancer. Il y avait de l'électricité dans l'air le 9 avril 2002, alors que la foule du Centre Bell n'attendait qu'à ovationner son héros. Dans le vestiaire, c'était une atmosphère de fête, les joueurs réalisant qu'un événement historique se préparait. Quand Koivu est apparu, ce fut l'explosion qui a fait trembler l'amphithéâtre jusqu'à ses fondations. Ce fut un moment inoubliable pour ceux qui ont assisté à l'événement sur place, et c'est pourquoi nos juges l'ont retenu dans notre palmarès. Aussi curieux que cela puisse paraître, la saison 1978-79 fut difficile et laborieuse pour le Canadien. Les partisans, les médias, même les joueurs se demandaient s'il restait assez d'essence dans le réservoir pour aller chercher une 4e Coupe Stanley de suite. Les séries ont plutôt bien commencé, mais au 2e tour, le Canadien affrontait un autre vieil ennemi, les Bruins de Boston. Les deux clubs se sont battus bec et ongle jusqu'au 7e match, qui aura lieu au Forum le 10 mai 1979. Quand les Bruins ont pris une avance de 3-1 lors de la 2e période, la séquence victorieuse du Canadien allait visiblement prendre fin. Sauf qu'en 3e période, le tricolore a réussi à réduire l'écart grâce à Mark Napier et a ensuite créé l'égalité avec un but de Guy Lapointe. Les partisans avaient commencé à espérer lorsque Rick Middleton donna une avance de 4-3 aux Bruins avec à peine 4 minutes à jouer. Le Forum était sous le choc. Mais le Canadien n'avait pas dit son dernier mot. Que ce soit par la faute de Don Cherry ou encore l'œuvre des fameux fantômes du Forum, les Bruins se firent piéger avec 7 joueurs sur la patinoire. L'inévitable survint alors. Le Canadien a rapidement nivelé la marque lors de l'attaque à 5 grâce au boulet de Guy Lafleur aux dépens de Gilles Gilbert. C'est ce joueur de trop dans l'uniforme des Bruins qui a fait basculer la saison et qui a fait de Don Cherry une star, non pas comme entraîneur, mais dans sa carrière d'après-hockey à la télévision. Joseph-Henri Maurice Richard est décédé le 27 mai 2000.
On savait depuis un bon moment que la santé du Rocket était défaillante, mais personne ne semblait vouloir y croire. Lui, cet homme indestructible, l'un des immortels du hockey. Il allait de soi que l'hommage qu'on lui rendit après sa mort prenne officiellement l'allure d'une commémoration nationale. Les funérailles ont été diffusées en direct partout au Canada, une première pour un athlète professionnel. Ce que j'ai toujours admiré chez cet homme, c'est sa volonté d'être fidèle à lui-même et d'aller jusqu'au bout de ses passions. Passion pour son sport, passion pour sa famille, passion, je crois, pour le peuple auquel il appartenait. Après la cérémonie, son cercueil a défilé dans les rues de Montréal. Ils étaient plus de 100 000 personnes à attendre son passage pour dire un dernier adieu au Rocket. Ce fut un moment exceptionnel dans les annales du hockey et nos électeurs n'ont pas manqué de le retenir. C'est au fougueux joueur du Canadien Mario Tremblay que l'on doit l'expression « la guerre des brasseries ». Quand les deux clubs se sont rencontrés en série en 1984, les yeux de toute la Ligue nationale étaient rivés sur la bataille du Québec. L'animosité entre les joueurs et entre les entraîneurs, Jacques Lemaire et Michel Bergeron, était à fleur de peau. La rivalité d'une année à l'autre devenait tout le temps plus grande, puis plus grande, puis plus grande. Puis le vendredi saint, ça a été comme boum. Le match, on sentait beaucoup de pression. Puis Dale Hunter avait été encore un peu agressif. Puis ça donnait que j'étais derrière lui. C'est moi qui l'ai poussé. Et je pense que c'était l'étincelle qui a allumé le gros feu. Le tueur à cuire du Canadien, Chris Nilan, a immédiatement réagi et s'est rué sur Hunter. C'est alors que tout a éclaté. Au cours d'une mêlée générale, Tremblay a fracturé le nez de Peter Stachny, tandis que le joueur des Nordiques, Louis Slager, mit Jean Hamel KO avec un coup de poing sournois et salaud. Le coup de poing de Slager vient de nocouter. Les Canadiens en voulaient particulièrement à Slager, qui s'est fait attaquer immédiatement. Quand la période a finalement débuté, cela faisait plus d'une heure que les équipes avaient cessé de jouer au hockey. Bien des partisans ont été révoltés par cette violence insensée. Avec la bataille du Vendredi saint, on a vu que le hockey nous amenait au summum de nos émotions. Les gens se sont rendus compte que peut-être les émotions avaient débordé et que la rivalité méritait d'être autre que ce qu'on a vu sur la glace le Vendredi saint. Nous avons parcouru ensemble quelques moments forts et il y en a bien plus à venir à l'ultime classement. On dit que c'était peut-être le plus grand match de l'histoire du hockey. Et ce n'était pourtant qu'une rencontre hors concours. Mais si vous demandez à ceux qui portaient l'uniforme du Canadien en 1975-76, ils vous diront tous, sans exception, qu'ils n'ont jamais été aussi bien préparés à disputer un match. Les médias avaient moussé l'affrontement comme une guerre de titans et les deux équipes n'ont pas perdu de temps à le prouver. Le coup de patin atteignit rapidement la vitesse de l'éclair. Le Canadien dicta rapidement le jeu avec son intensité et sa rapidité et prit une avance de 2-0. Mais lors du deuxième engagement, Ken Dryden a flanché 2 fois sur 3 tirs et le Canadien a retraité au vestiaire avec une mince avance de 3-2. En troisième, le CH est sorti en lion, mais c'est à compter de ce moment que la légende de Vladislav Tretiak fut consacrée. Il a repoussé chacun des 16 tirs du Canadien. Le club de l'Armée rouge a marqué le but égalisateur et a presque arraché une victoire in extremis en fin de match, quand la rondelle a touché la barre transversale derrière Dryden. La série du siècle de 72 représente pour moi l'événement le plus marquant du hockey. On apprenait qu'il n'y avait pas seulement le Canada qui était bon au hockey, mais les Russes excellaient. Ça a changé complètement la façon de jouer au hockey par la suite et la façon de diriger une équipe de hockey. Les partisans racontent qu'ils avaient un drôle de sentiment en quittant le forum. Il était impossible d'en vouloir aux Canadiens d'avoir laissé filer une avance de 2 buts. Il fallait plutôt se réjouir d'avoir été présent pour l'un des grands moments de l'histoire du hockey.
C'était en quelque sorte notre Yankee Stadium, notre Old Trafford, ou encore ce qu'est le circuit de Monaco pour la Formule 1. L'angle nord-est des rues Atwater et Sainte-Catherine était le centre de l'univers du hockey. Le président Ronald Coré avait saisi que les spectateurs présents et ceux qui écoutaient à la télévision voulaient partager ensemble un moment bien spécial. Pour fermer le forum avec le flambeau, avec toutes les grandes vedettes de l'époque. Et nous autres, on était privilégiés. On avait le meilleur banc. On était sur le banc des joueurs pour voir tout ce spectacle-là. Une succession de légendes ont pris leur dernier pas sur la glace du forum. Émile Bouchard, Jean Béliveau et finalement le Rocket, Maurice Richard. Les partisans l'ont ovationné pendant 16 minutes. Un défoulement collectif de passion et d'amour. Maurice Richard, flambeau à la main, fut ému jusqu'à en pleurer. Ceux qui étaient dans l'assistance diront que ce fut un moment à jamais gravé dans leur mémoire. Ce que croit aussi notre comité d'experts. Fin novembre 1904. J. Ambrose O'Brien, richissime entrepreneur minier ontarien, se trouvait à Montréal pour acheter des équipements de chemin de fer. Il en a profité pour se présenter à l'hôtel Windsor, rue Peel, afin de rencontrer les dirigeants d'un nouveau circuit professionnel, la Canadian Hockey Association, dans le but d'y faire adhérer son club, les Creamery Kings de Renfrew, en Ontario. Mais la Ligue a refusé d'inclure le club d'O'Brien, brisant du même coup son rêve d'amener la Coupe Stanley à son village natal. Outré, il a claqué la porte et s'est retrouvé dans un couloir avec Billy Gardner, le propriétaire et entraîneur des Wanderers de Montréal. Gardner ayant aussi été piqué au vif par le refus de la CHA, les deux hommes ont décidé sur le champ d'établir un concurrent à la nouvelle ligue, la National Hockey Association. C'est Gardner qui a donné l'idée à O'Brien de fonder un autre club à Montréal pour rivaliser avec les Wanderers, club qui viserait surtout une clientèle francophone et qui serait composé de joueurs francophones. Le 4 décembre 1909, le club de hockey canadien, fruit d'une rencontre fortuite, prit alors naissance. Le décompte vers les 3 plus grands moments de l'histoire du Canadien de Montréal se poursuit après la pause. Le hockey était en pleine évolution. Les joueurs patinaient de plus en plus vite et décochaient des tirs de plus en plus violents. Malgré cela, une règle non écrite voulait qu'un vrai gardien de but courageux ne porte pas de masque protecteur. Mais Jacques Plante était un homme qui faisait souvent à sa tête, peu importe s'il risquait de froisser quelqu'un au passage. Plante a expérimenté en portant un masque pendant plusieurs années, adaptant son équipement selon les technologies du moment. Un Toe Blake sceptique tolérait que son gardien le porte lors des entraînements. Mais lors d'un match, pas question. C'était à une époque où l'entraîneur d'un club avait une autorité suprême. Sauf que Plante comprenait qu'il risquait une blessure grave, même la mort, à chaque fois qu'il se présentait devant le filet. Le 1er novembre 1959, l'attaquant Andy Badgate des Rangers de New York a fracassé le nez de Plante avec un lancer fulgurant. Et quand le gardien est revenu au jeu, après un court passage à l'infirmerie, ce fut avec un masque. In some respects, it was almost a defining moment of the 20th century for the game of hockey. I mean, here you've got this goaltender, bloodied and upset, and decides that he's going to do something that nobody else has ever done. And it changes the way we look at the game, the way the game is played, and just for being a pioneer, I think it deserves that recognition. Plante a refusé d'enlever son masque et Blake fut obligé de l'accepter. Et c'est un geste qui a changé le visage du hockey, littéralement. Dans la première moitié du 20e siècle, les équipes de la Ligue nationale de hockey disputaient un calendrier de 50 matchs. L'idée d'en marquer 50 relevait donc de l'impossible. Mais Maurice Richard ne connaissait aucun défi qui l'intimidait. En 1944-45,
le Rocket est devenu le premier joueur de l'histoire à toucher la barre mythique des 50 buts. Boston paraissait déterminé à empêcher le Rocket de décoller. Mais avec un peu plus de 2 minutes à faire en troisième, il a déjoué le gardien Harvey Bennett. Le Canadien gagnera le match 4-2. Ce fut la saison où Richard est devenu le joueur le plus dominant de la Ligue nationale. La barre des 50 buts demeure l'étalon de mesure pour les grands marqueurs. Et il est tout indiqué que la Ligue nationale ait dédié le trophée de son champion buteur à la mémoire de celui qui a été le tout premier à l'atteindre. Après la pause, ce sera le moment de dévoiler l'événement le plus marquant de l'histoire du Canadien, à l'ultime classement. Nous y voici, le plus grand moment de l'histoire du Canadien de Montréal. C'est un événement qui prend son origine à un simple match de hockey, mais il est devenu l'un de ces moments qui a façonné l'histoire moderne du Québec. Le président de la Ligue nationale de hockey, Clarence Campbell, donnait parfois l'impression d'avoir le Canadien en aversion pendant son long règne, et les joueurs francophones se sentaient particulièrement visés. La perception était sans doute amplifiée par le fait que Campbell avait des racines britanniques profondes. Avocat formé à l'Université d'Oxford, ancien combattant dans l'armée royale, Campbell représentait en quelque sorte l'élite anglaise. Le schisme social au Québec était évident dans les années 50. Il suffisait d'aller voir un match au Forum pour le constater. Les patrons anglophones, vêtus de complet, s'assoyaient près de l'action, dans les bancs rouges. Les ouvriers francophones occupaient les sièges blancs dans les hauteurs. Maurice Richard méprisait profondément Clarence Campbell et dénonçait la main de fer avec laquelle il dirigeait le circuit. On savait que Clarence Campbell n'avait peut-être pas un préjugé favorable à l'endroit de Maurice Richard. En 1955, le Rocket connaissait une excellente saison. Il était sur le point de remporter son premier championnat des compteurs, exploit auquel il tenait vraiment. Lors d'un match à Boston, Richard fonçait vers le filet des Bruins quand il fut atteint par le bâton élevé du défenseur Hal Laycoe. S'apercevant qu'il saignait, un Richard enragé s'est jeté sur Laycoe. L'arbitre, qui se trouvait derrière Richard, l'a retenu, permettant à Laycoe de frapper le joueur du Canadien avec plusieurs coups de poing. C'est là que Richard a posé un geste fatidique. Sans réfléchir, il s'est retourné et a frappé l'arbitre au visage. Il fut immédiatement expulsé et la police de Boston a même menacé de déposer des accusations pour voie de fait. À Montréal, Campbell a convoqué le bouillant attaquant pour une audience disciplinaire. Le président avait lu des commentaires récents de la part de Richard à l'effet qu'il faisait preuve de discrimination envers les francophones et qu'il abusait de son pouvoir. Visiblement, Campbell n'aimait pas qu'on questionne son autorité et il sévit durement contre Richard. In the result, Richard will be suspended from all games, both league and playoff, for the balance of the current season. Ce fut une onde de choc. La colère de la population majoritaire francophone du Québec s'est déchaînée. C'est pas une question de hockey, c'est une question d'identité. C'est un des moments où le sport a débordé la glace. Tout le peuple québécois avait l'impression que le président Clarence Campbell avait commis une grave injustice à son endroit. Ça occupe une place importante dans l'histoire parce que c'est ce que ça représente. Ça représentait le méchant Anglais qui frappait sur le Canadien français, sur le Québécois. Et c'était l'occasion, parce que c'était du hockey, parce que c'était du sport, c'était l'occasion pour les francophones qui trop souvent acceptaient les décisions qui allaient contre eux. Là. Cette fois-là, ils ont dit « Non, là, ça, c'est pas possible. Ça n'a pas de bon sens. On se révolte contre ça. » Campbell fut traité de tous les noms, raciste, esclavagiste. On lui a même proféré des menaces de mort. Des milliers de partisans ont manifesté pour dénoncer la décision de Campbell avant le match suivant du Canadien contre Détroit. La question sur toutes les lèvres était de savoir si Campbell oserait prendre sa place habituelle dans les bancs rouges du Forum ce soir-là. Le match a commencé et le siège était toujours vacant. Mais avec 4 minutes découlées à la première période, Clarence Campbell a gravi l'escalier de l'amphithéâtre. Était-ce de l'arrogance ou une simple bêtise? Mais Campbell a rudoyé un spectateur qui était venu lui serrer la main. Les partisans ont commencé à le huer.
Des tomates et autres objets se sont mis à pleuvoir sur Campbell. Quelqu'un a déclenché des gaz lacrymogènes, provoquant la panique. À l'extérieur, la manifestation s'est subitement transformée en émeute. Pendant 8 heures, les forces de l'ordre ont tenté en vain d'empêcher l'assaut des symboles du pouvoir anglophone à Montréal. Le lendemain, la police a supplié le Rocket de calmer les ardeurs en donnant un discours à la radio. Richard a acquiescé et a fait comprendre qu'il acceptait sa suspension. Son intervention a mis un terme à la casse. La Coupe Stanley passera finalement l'été à Détroit. The Richard riot had such an impact in New York that it was on the front page of the New York Times. So that was like a world event of note. What we didn't know as Americans, the impact it had on French Canada, what the rocket meant to French Canadians, and how it would sociologically change everything. Dans l'histoire du sport, il n'y eut qu'une poignée d'athlètes qui ont transcendé leur sport. On peut penser à Jesse Owens aux Jeux olympiques de Berlin devant Hitler, ou Jackie Robinson avec les Dodgers de Brooklyn. Bon nombre de Québécois ajouteraient Maurice Richard à la liste. Il n'avait rien d'un homme politique et insistait pour dire qu'il n'était qu'un simple joueur de hockey. Mais il n'en demeure pas moins que ses performances sur la patinoire et la forte personnalité de Maurice Richard ont donné un souffle à un mouvement social qui deviendra éventuellement une révolution tranquille. Au cours de cette série L'Ultime Classement, nous vous avons transporté dans l'histoire du Canadien de Montréal, autant sur la patinoire qu'à l'extérieur. Ce que nous pouvons en retenir principalement, c'est que le Canadien représente bien plus qu'une équipe de hockey. C'est une part importante de notre histoire, de notre culture. En regardant un match à la télévision ou en personne au Centre Bell, en famille, entre amis ou avec ses voisins, c'est comme si on se regardait dans un miroir à travers différentes époques. En bout de ligne, le hockey est pour nous un puissant outil de rapprochement qui nous a laissé et nous laisse encore quantité de souvenirs impérissables. Pas étonnant que nous l'avons toujours décrit comme étant notre sport national. Au nom de notre comité d'experts et de tous ceux qui ont participé à la production de cette série, je vous remercie sincèrement d'avoir été des nôtres à l'Ultime Classement. Ici Pierre Houde.